Eh bien, c'est parti. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je suis Sarah Bianchi, product owner chez Octo Technologies et je suis aussi product owner au sein de InVivo Digital Factory et on a aujourd'hui trois invités qui vont nous parler de culture produit, de culture people et ils vont nous expliquer comment ils ont fait pour construire une culture dans leur organisation dont la particularité est la multiplicité et la diversité des intervenants. En gros, nous allons découvrir grâce à eux comment ils ont fait de la culture produit et de la culture people un véritable levier de réussite au service de leurs produits. Donc, avant de commencer, je vous rappelle quelques petites informations. Donc, pour essayer de limiter notre impact environnemental, je vous invite à laisser vos micros et vos caméras éteintes le temps du retour d'expérience. Nous pourrons ensuite échanger dans la deuxième partie du comptoir. Pendant cette première partie du comptoir, n'hésitez surtout pas à écrire vos questions dans le chat et nous y reviendrons avec grand plaisir en deuxième partie pour y répondre. Donc, sans plus attendre, je souhaite la bienvenue à Audric, Charles et Sarah. Bonjour à vous. Je vous laisse la parole pour vous présenter. Il me semble que c'est à moi de commencer. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Donc moi, je suis Audric Chauveau, je suis CPO chez InVivo Digital Factory. Donc c'est une société que j'ai rejoint à sa création il y a maintenant 3 ans. Euh, et donc j'ai l'honneur et le plaisir de bosser avec Sarah et Charles, les Sarah, pardon, et Charles depuis le tout début de l'aventure. Merci Hello, Audric. hello tout le monde, c'est Sarah Arfou, je suis consultante product owner chez Octo Technologies depuis 4 ans et j'interviens au sein de la Digital Factory d'Invivo avec Audric, Sarah et Charles en tant que product owner et j'y suis du coup depuis 3 ans. Bonjour à tous et à toutes, je suis Charles Dubertan, je suis à Autotechnologie depuis 4 ans et j'interviens au sein de la Digital Factory Niveau en tant que co-product manager. Super, merci beaucoup à tous les trois de nous accorder du temps ce matin. Donc, Audric, pour introduire ce comptoir, est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu le contexte, un peu plus le contexte sur InVivo et un peu du produit, du coup? Oui, bien sûr. Alors, pour faire vite et assez simple, parce que le monde coopératif agricole n'est pas un monde simple, mais donc je vais essayer de le résumer simplement. InVivo, c'est une union de coopératives et c'est la plus grosse union de coopératives en France. Donc vous avez 192 coopératives au sein de l'union InVivo. Ça représente 45% de part de marché sur le secteur agricole. Et aujourd'hui, ce groupe, au-delà de sa présence sur le monde agricole, s'est diversifié sur d'autres activités qui sont en lien, bien entendu. Donc, vous voyez qu'on a trois grands métiers. La partie Bioline, qui sont tous les métiers de l'agriculture au sens très large. La partie retail, qui va peut-être plus vous parler, non pas avec ce nom d'Invivo Retail, mais avec des marques qui sont abritées en dessous, qui sont un peu plus connues, comme Gamme Vert et Jardiland, par exemple. Et puis, on a une troisième activité qui est l'activité la plus récente au sein du groupe InVivo, qui est InVivo Wine, qui concerne, comme son nom l'indique, tous les métiers du vin, de la production à la distribution, avec pour ambition d'avoir un fort impact à l'international et donc à l'export des vins français. Et donc, la Digital Factory, dans tout ça, c'est une petite entité autonome et indépendante qui appartient à 100% au groupe InVivo. Et notre but, c'est d'accompagner la transformation digitale de l'ensemble des métiers du groupe. Donc, on peut aussi bien travailler pour Bioline que pour le retail, que pour le vin. Et dans ce cadre-là, on a délivré un premier produit sur lequel on bosse maintenant depuis le début de l'aventure, qui s'appelle Aladdin.farm. Pour D'accord. faire simple, pardon, excuse-moi. Vas-y, pardon. Non, j'allais enchaîner avec ce qu'était Aladdin. Donc, Aladdin, une plateforme au service des coopératives et donc du monde agricole. On permet aujourd'hui à chaque coopérative du groupe InVivo de l'accompagner dans sa transformation digitale et dans la mise en marché des biens et services agricoles auprès des adhérents de chacune de ces coopératives. On est une sorte de marketplace avec un modèle un peu particulier puisque les environnements de chacune des coopératives sont cloisonnés. Je ne rentre pas plus dans le détail.
Ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'est pas juste une plateforme e-commerce, mais on est un écosystème. Pourquoi? Parce que la chaîne de valeur agricole est une chaîne de valeur avec beaucoup d'intervenants. Et notre but, nous, InVivo, c'est certainement pas de la disrupter, mais c'est d'accompagner la transformation de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc, vous voyez qu'on adresse aussi bien les agriculteurs que les coopératives, nos cibles premières et naturelles, mais on adresse également les techniciens des coopératives, qui est un levier extrêmement fort et qui ont une présence sur le territoire extrêmement dense. Et on accompagne également le fournisseur, donc plus en amont également dans la transformation. Et on permet aux fournisseurs d'être une partie prenante dans cette mise en marché et dans le métier de la coopérative. Donc, vous voyez quand même qu'on a un spectre très large. On est loin de simplement le site e-commerce de la COP. D'accord, effectivement, on voit que le produit a une certaine ampleur. Je me pose une question, comment, pour construire une plateforme fonctionnelle comme celle-ci, quels ont été vos challenges au début? D'où vient l'idée? Comment vous avez démarré? Charles, peut-être tu peux nous en parler? Au départ, en fait, c'est une idée qui a germé du côté d'InVivo avec cette ambition de Digital Factory d'aller digitaliser le monde agricole et intervenir auprès des coopératives faisait sens pour eux. Pour ça, on est passé par une étape de POC très classique pour valider des concepts et vérifier une appétence. On a ensuite développé un premier MVP et avant de se dire qu'on avait vraiment un vrai produit qui délivrait de la valeur et qui rendait service aux utilisateurs. D'accord, je vois des buzzwords, POC, MVP, ça a l'air d'être un vrai bouquin sur le lean. Mais moi, je voudrais savoir un peu plus de toi, Audric, par exemple. En quoi consistait la phase de POC? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, c'est une phase c'est pas celle qui délivre le plus de valeur à l'utilisateur. Par contre, c'est une phase qui est essentielle et qui nous a permis de poser les bases. Et les bases, elles sont multiples. C'est les bases de notre relation et de notre mode de fonctionnement. C'est les bases et le socle technologique sur de la plateforme. Et puis, c'est aussi les bases de notre relation avec nos partenaires. C'est une étape clé dans laquelle on a pu démontrer et matérialiser l'idée qu'on se faisait de cette plateforme. Et c'est comme ça qu'on a pu embarquer des partenaires. Et c'est extrêmement important puisque cette plateforme, c'est une plateforme qui est issue de la co-construction avec les coopératives. Les coopératives ont l'expertise métier. Nous, on avait l'expertise en delivery et en product management. Et donc, ce POC a été un énorme levier pour poser un socle, ce socle tech, ce socle autour de la culture et de la relation de partenariat et savoir s'entourer des bonnes personnes pour accompagner la co-construction. D'accord, donc vous validez le POC super clair, vous validez un concept, un socle, vous construisez les bases, mais la suite, ça se passe comment, Audric? La suite, c'est qu'avec le POC, on a réussi à embarquer des partenaires, mais on atteint très très vite les limites du périmètre fonctionnel couvert. Et donc, on est à mi-chemin entre j'embarque des parties prenantes, mais en même temps, je crée de la frustration et les parties prenantes ne savent pas exactement ce qu'elles vont pouvoir faire de ça. On a des parties prenantes qui déjà ne maîtrisent pas forcément les méthodes agiles, le lean, qui ne sont pas à l'aise avec le concept même de POC ni même de MVP. Et donc, très très rapidement, on décide de les accompagner. On décide de les initier et d'arriver à les embarquer dans notre univers, entre guillemets, et dans notre méthodologie. Et en parallèle, on se dit, OK, c'est bien de leur expliquer, mais il va quand même falloir avancer très, très vite, délivrer très, très vite pour leur montrer qu'on ne va pas rester au stade de POC et qu'on va réussir à apporter de la valeur. Et donc là, en fait, c'est notre toute première phase de scale. Alors, c'est un petit scale puisqu'on passait d'une micro-équipe à une équipe légèrement plus dense, mais néanmoins, on passe quand même d'une seule équipe à 4 pour essayer de pouvoir adresser à minima un parcours d'achat complet. Alors, ça reste ultra limité, mais on est reparti des basiques. Hein. On a un peu spoilé Amazon, le concept du bouquin. Chez nous, c'était les produits de santé du végétal. Et l'objectif, c'était d'avoir un moyen de paiement, une route logistique, le strict minimum pour pouvoir faire une commande de bout en bout. Et donc, c'est vraiment une étape clé où j'embarque mes partenaires dans de la méthodo et j'embarque mes partenaires dans la construction de ce que va être ce premier parcours minimal.
Et donc, grâce à ce MVP, avec un parcours minimal, c'était, j'ai envie de dire, un produit qui était prêt à être livré en prod, Charles? En fait, à cette étape-là, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos partenaires, les coopératives, pour certaines, avaient déjà lancé de leur propre chef des démarches de digitalisation en local au sein de leur coopérative. Et quand on arrive avec ce premier MVP, en fait, on est moins 10 ans que dans les solutions qu'ils avaient. Donc, en fait, on a dû compléter en fait, la photo, aller enrichir ce MVP pour que, par rapport aux problèmes qui étaient de la digitalisation des coopératives, avoir une vraie solution, une vraie réponse aux problèmes et pas être moins 10 ans que ce qu'elles pouvaient avoir. Pour nous D'accord. aussi, c'est un petit peu fondamental parce qu'avec un socle crédible du premier MVP, on va pouvoir collecter des feedbacks. Et puis, on va pouvoir aussi, au sein de la Digital Factory, s'organiser pour avoir deux flux qui vont être différents, mais qui vont être fondamentaux. On va avoir un flux de cadrage pour anticiper toutes les nouvelles fonctionnalités et qu'on va les co-construire avec les coopératives. Et en parallèle, bien sûr, on a toujours ce flux de delivery où il y a cette génération de valeur par l'écriture tout simplement d'un code et aller accompagner derrière les coopératives au déploiement de cette solution. C'est aussi une phase où on se rend compte qu'on a peut-être oublié un ou deux personas, qu'on n'a pas adressé toute la chaîne de valeur d'Invivo. Et donc, c'est là aussi où on se remet dans une logique, on va les reconquérir de nouveaux personas, leur apporter à eux aussi des solutions pour créer l'écosystème que Audric a présenté au tout début de cette présentation. Et puis, en fait, surtout, ce qui est un peu propre au monde agricole, mais qu'on va retrouver dans tout marché, c'est qu'il y a des temps forts commerciaux. Et en fait, à partir de, c'est pas un échec ce premier MVP, mais il n'est pas satisfaisant. Et en fait, on va créer un collectif et on va créer du rythme et une ambition parce qu'il y a un temps fort commercial qui arrive. Et c'est ça un peu qui va amener la Digital Factory à un premier succès, puisqu'on va avoir des vraies premières commandes avec les coopératives, avec des agriculteurs qui passent commande. Et tout ça, on le fait tous ensemble parce qu'il y a un collectif qui s'est créé autour de cet enjeu-là. D'accord. Donc, on voit bien le cheminement du produit. Comme on dit souvent qu'il n'y a jamais 203, je me doute bien qu'après le MVP1, MVP2, il y a eu MVP3, Sarah? Du coup, non, Sarah, on en a eu assez des MVP. Aujourd'hui, nous avons un vrai produit, un produit du coup Aladdin.farm qui baigne dans une galaxie d'applications qui l'accompagnent et qui répondent aux besoins de nos utilisateurs qu'on a cités tout à l'heure. Avec du coup l'envergure que prend le produit et la croissance du nombre de nos utilisateurs, vous vous en doutez que les demandes ont aussi augmenté. Donc, on a dû adapter nos méthodes de travail et nos façons de prioriser, de faire nos road mapping. Par exemple, pour la priorisation, aujourd'hui, on essaie vraiment de prendre que ce qui a de la valeur pour nous dans nos roadmaps. Donc, avant d'embarquer quoi que ce soit dans nos roadmaps, nous allons analyser l'impact business que va avoir cette fonctionnalité pour nous. Donc, quel est le CA qu'elle va rapporter, est-ce qu'elle va nous faire adhérer plus d'utilisateurs. Et aussi, nous allons évaluer l'impact technique de cette fonctionnalité. Donc, quelles sont les briques techniques qui sont impactées, quelle est sa complexité, est-ce qu'elle va nous générer de la dette, est-ce qu'elle va être facile à maintenir. Et enfin, nous allons aussi évaluer l'impact métier de cette fonctionnalité, dans le sens où on va essayer de voir est-ce qu'elle est mandatory pour nos utilisateurs et est-ce qu'elle va être utile pour eux. Le but étant de ne pas faire des fonctionnalités qui ne sont pas utiles et pas utilisables. Comme on le disait tout à l'heure, on a passé du temps sur ce projet, du coup on commence à mieux connaître le secteur agricole et donc on a adapté nos roadmaps pour qu'elles collent aux saisonnalités et aux temps forts commerciaux du monde agricole. Par exemple, en ce moment même, il y a la morte saison d'été. La morte saison, c'est une période où les agriculteurs achètent le plus les intrants agricoles. Donc, nous, on a fait en sorte de livrer pas mal de fonctionnalités avant le commencement de cette période-là pour permettre aux coopératifs d'étoffer leurs offres sur Aladdin et d'augmenter l'impact. D'accord. Et du coup, Sarah, je me doute que derrière ce produit qui grandit, avec beaucoup d'étapes d'évolution, on a une vraie culture produit qui s'installe. Derrière, il y a toute une organisation, il y a des équipes. Comment ça se passe chez vous? Comment ça s'organise tout cela chez vous? Enfin, chez nous, parce que j'y travaille. Ouais, du coup, il y a eu pas mal de changements, mais du coup, avant de parler de ces changements, je vais vous faire une picture globale de notre organisation au sein de la Digital Factory.
Donc, nous avons toujours eu 4 streams principaux. Donc, le premier stream, c'est faire le bon produit. Là, on va retrouver tous les acteurs qui sont proches du métier, qui sont proches du coup de nos utilisateurs et qui connaissent les enjeux de la Digital Factory. Donc, on va retrouver les rôles tels que les product managers ici présents et les product owners qui ne sont pas tous présents malheureusement, et les UX et les UI. Ensuite, nous allons retrouver le deuxième stream qui est faire le produit bien. Le deuxième stream, c'est le cœur du réacteur. C'est là où on va retrouver les équipes de développement, les ops, les architectes et le CTO. Du coup, leur mission, c'est de faire le bon produit qui répond aux besoins de nos utilisateurs, mais aussi de s'assurer à ce que ce produit-là réponde à des standards de qualité. Ensuite, nous allons avoir le stream qui va accompagner les équipes à faire le bon produit. Donc, on va retrouver les coachs, les delivery managers ainsi que le directeur de mission. Et pour accompagner du coup le produit en prod, nous allons avoir tout un stream de déploiement de produits avec une équipe qui va faciliter du coup l'adoption du produit sur le terrain. Donc, une équipe de Customer Success Manager et une équipe de marketing qui va promouvoir du coup le produit. Comme je disais, il y a eu beaucoup de changements. On est passé par plusieurs phases. Au début, on n'était qu'une seule équipe. Ensuite, pour répondre à des enjeux et pour bâtir le socle principal de la plateforme, on est passé en feature team. On a vu les limites de cette configuration et on est vite passé en impact team où chaque équipe était drivée par des OKR, donc Objective Key Result. Donc, chaque équipe avait des initiatives à mener de bout en bout. Du coup, on est passé en impact team. On est toujours en impact team. À côté, on s'autorise à faire des squads pour craquer des sujets urgents et on a des component teams pour des sujets transverses. Mais tout ça pour vous dire que notre organisation n'est pas figée, notre organisation s'adapte aux enjeux. On s'autorise à changer d'organisation quand on voit que c'est nécessaire. Et je pense qu'on aime bien changer d'organisation. Donc, on reviendra vers vous avec une nouvelle organisation prochainement, je pense. D'accord, merci beaucoup Sarah. Ça fait une très belle transition avec la prochaine partie qui parle de culture people. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler à vous tous et toutes qui nous écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra à la fin du comptoir. Audric, j'ai envie de te poser une question. Vu qu'on a vu le produit grandir et voir ce qu'il est aujourd'hui, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts et ça demande aussi, je suppose, de mettre en place une vraie culture people au sein des équipes. Humainement, ça s'est passé comment? Pour créer cette culture, ça passe par poser des standards. Il y a un cheminement et un socle dans la construction de cette culture qui est un peu un passage incontournable. Alors vous allez me dire, c'est extrêmement méthodologique et ça manque peut-être encore d'humain à ce stade, mais ça reste un prérequis. Un onboarding commun, c'est une phase clé. Et peu importe l'origine, peu importe l'expérience, peu importe la société à laquelle on vient, déjà la base, c'est d'avoir un onboarding unifié, commun, structurant, qui embarque les équipes pour qu'elles se sentent pleinement, pour qu'elles s'approprient le produit, mais qu'elles s'approprient aussi l'entreprise et l'environnement. Construire et documenter nos standards. Encore une fois, très, très basique, mais en même temps, ça fait tellement partie du socle de base que c'est un peu un passage incontournable. Et puis, à la limite, on se dit qu'au début, tout le monde arrive à peu près en même temps. On a des phases où ça scale très vite, mais très rapidement, même si on évite de limiter le turn, ça arrive toujours. Et donc, il faut être aussi en mesure, à un moment donné, de permettre à quelqu'un de s'immerger très rapidement, d'être onboardé et de pouvoir s'appuyer sur quelque chose. Donc, ce n'est pas à minimiser. Après, toujours dans les standards, et en l'occurrence dans le standard agile, c'est favoriser l'autonomie et la prise de décision des équipes et notamment des product owners. En fait, la question n'est pas de se dire parce que mon product owner il est interne ou parce que mon product owner il est externe, il ne peut pas avoir le même poids, le même rôle et la même autonomie. Sinon, de facto, ça ne va pas marcher. Si vous n'avez pas ce principe en tête, vous n'êtes pas fait pour aller chercher la compétence de product owner à l'externe, puisque vous allez en fait le limiter considérablement dans sa capacité à vous délivrer de la valeur dans votre organisation. Briser les silos et être transparent, là encore une fois, c'est la même philosophie.
attention à tomber dans les travers de créer des silos entre les internes et entre les différentes structures parce que vous allez casser la communication et donc vous n'allez pas permettre à votre équipe, encore une fois, d'être autonome et d'être percutante et pertinente dans ses prises de décision. Et puis après, on commence à rentrer dans des choses qui sont un peu plus humaines une fois que les standards sont posés. Et on va pouvoir commencer à créer un environnement qui est sain, qui est bienveillant, et commencer à pouvoir célébrer et à tisser du lien au-delà du quotidien et du delivery. D'accord. Merci Audric pour ce retour d'expérience. Toi, Sarah, qui est product owner justement sur Aladdin, est-ce que avec vos clients, ça se passe comme en interne? Yes. Alors, du coup, la particularité de ce projet, c'est qu'on n'a pas d'experts métiers au sein des équipes. Donc, toute l'expertise métier est externalisée en coopérative. Donc, nous avons besoin de ces clients-là, nous avons besoin de nos coopératives. Donc, nous avons dû créer des ponts pour apprendre à connaître leur métier, qu'ils apprennent à nous connaître aussi et qu'on puisse profiter de leur expertise. Euh, nous- du coup, pour profiter pleinement de leur expertise, nous avons donné à nos clients un statut de partenaire. Donc, nos clients sont nos partenaires de co-construction du produit. Sans eux, on ne peut pas faire le produit parce qu'ils ont toute l'expertise métier. Donc, pour cela, nous avons enfilé nos bottes, nous sommes allés dans les champs, nous avons fait pas mal d'immersions terrain, des vies ma vie, des ateliers de co-construction avec eux, des tests utilisateurs, des interviews des utilisateurs. Toute cette phase-là était très riche pour nous parce que nous, qui étions très très loin de ce métier-là, ça nous a permis du coup de comprendre ce métier et de développer une certaine empathie pour nos utilisateurs. Bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On a dû passer par une phase d'évangélisation, les coopératives étant loin du monde du digital et du coup des pratiques agiles. Mais aujourd'hui, on est content de dire que la plupart de nos partenaires sont onboardés sur nos pratiques et ils sont OK avec. C'est une petite fierté qu'aujourd'hui, on est fiers d'afficher. D'accord. Je note effectivement qu'il y a beaucoup de collaboration, de co-construction entre vous. C'est un peu entre un mix entre un McDo et un carnaval. En gros, portez le costume Aladdin et venez comme vous êtes. Audric, tu confirmes? Je veux dire qu'on a l'air déguisé sur cette photo. On est beau quand Euh, même. Non, je vous le disais précédemment, il y a un socle, il y a des standards à poser, il y a des fondamentaux qui sont propres à notre métier et à la méthodologie. Et puis tout doucement, on commence à rentrer dans des choses qui sont plus humaines et qui sont plus liées à la posture. Euh, pour moi, c'est extrêmement c'est extrêmement important. Excusez-moi. Et en l'occurrence, je pense que c'est l'un des principaux facteurs clés de réussite de cette culture qu'on a su mettre en place et de la façon dont on travaille tous ensemble. Et j'ai commencé à l'évoquer précédemment, mais je veux insister dessus, abattre au maximum les cloisons entre les différentes structures, les différentes sociétés, recréer une culture qui est propre à la mission, qui est propre à l'entreprise et qui est cohérente par rapport à la vision de l'entreprise et du produit. C'est extrêmement important. Ça ne veut pas dire que les gens doivent oublier la culture de leur entreprise qu'ils viennent. Chez Octo, vous avez une culture d'entreprise qui est très, très forte. Et ça ne vient pas en contradiction avec le fait que vous qui êtes avec nous en mission chez Invivo depuis maintenant quasiment 3 ans, vous n'êtes pas pleinement en appartenance et pleinement baigné dans notre culture. Donc les deux ne sont pas contradictoires, au contraire. Et pour le coup, vraiment, le truc de base, c'est la transparence. J'insiste dessus parce que vous ne pouvez pas espérer de qui que ce soit lui donner du sens, en tirer le meilleur, si vous n'êtes pas transparent, vous cloisonnez l'information et que vous commencez à créer des silos. Et pour le coup, c'est des choses qu'on peut venir. Donc, c'est une question de posture dans un premier temps, mais c'est aussi des choses qu'on va pouvoir piloter et qu'on va pouvoir suivre. Typiquement, nous, l'un des indicateurs phares qui nous a toujours permis de piloter l'organisation, c'est le mood des équipes. C'est quelque chose qu'on a mis en place dès les premiers sprints, il y a quasiment maintenant 3 ans, et qu'on suit avec la même vigilance 3 ans après, et ça n'a pas perdu de sens, peu importe la taille du dispositif.
Et quand il y a un mood qui ne va pas, il y a tout de suite des actions qui sont mises en place. Tout à fait. Prise de C'est feedback prise de feedback, pour commencer. c'est- c'est vraiment réel. Je vois que l'heure tourne, mais j'ai encore quelques questions pour vous. Charles, j'imagine que quand tu passes de 6 à 70 personnes, il y a tout un enjeu d'autonomisation des équipes, de les faire évoluer dans leurs responsabilités. Vous avez évoqué ces concepts tout à l'heure. Mais comment tu fais grandir concrètement un plateau de 70 personnes? Alors, on le fait grandir un petit peu tous les jours et il faut le faire grandir collectivement. Les premières choses, déjà, c'est qu'il y a des éléments autour du mindset qui sont très propres à des organisations produits, mais que aussi un peu tout le monde doit avoir en fait au sein de la structure. Mais ça va être déjà donner du sens parce que ça permet d'embarquer les équipes et ça permet aussi de leur poser un cadre dans lequel ils vont intervenir. C'est aussi se mettre voilà, dans la posture, on va pouvoir expérimenter vite plutôt que de faire des plans sur la comète, quitte à se planter. Se planter, c'est pas grave. Il vaut mieux se planter tôt que tard quand tout est déjà en prod. Euh, et en fait, on laisse la possibilité aux différentes équipes. On parlait d'autonomie des équipes, mais on laisse vraiment les équipes aussi contribuer un petit peu à l'émergence de pratiques, à l'émergence de process. On les laisse revenir un petit peu vers l'équipe transverse sur des dysfonctionnements, des choses qu'elles aimeraient changer. Et en fait, il y a cette liberté-là aussi qui permet en fait, voilà, au collectif d'évoluer et d'auto-apprendre, entre guillemets, ou en tout cas d'apprendre sur des choses un peu empiriques ou des choses de la vie qui ne fonctionnent pas. Derrière aussi, on l'a fait très vite, très tôt, c'est des rituels. En fait, ce qui ne transparaît pas trop dans la présentation, c'est qu'on a quand même marché, on a couru plus que marché d'ailleurs. Ça s'est fait sur un rythme effréné et donc il a fallu vraiment apprendre et grandir très vite. Et en fait, les choses qu'on a mis, c'est que régulièrement, on avait des instances de partage collectives qui sont maintenant limite devenues obligatoires. Alors, ce n'est pas obligatoire pour dire tu es obligé d'y aller, c'est obligatoire parce que ça fait vraiment partie de la culture de la Digital Factory d'Invivo, d'avoir maintenant de manière à rythme 2 fois par mois un moment de partage où on pourra parler tant des dernières actualités dans le monde du DevOps ou avoir des retours utilisateurs sur les dernières immersions par le Design Studio, avoir des éléments sur la technique, etc. etc. Ça, c'est un peu notre cœur de métier à Octo. InVivo a aussi apporté des rituels là-dessus pour nous faire grandir sur les métiers de l'agriculture, sur qu'est-ce qu'une coopérative, qu'est-ce qu'une morte saison, quel est le cycle des cultures, et ce genre de choses, pareil, pour que nous, on ait aussi d'autres moyens d'apprendre le métier que par les immersions qu'on peut faire. Et enfin, la dernière chose qui me semble importante, c'est les communautés. Alors, on a différents types de communautés. Ça peut être des guildes, ça peut être des comités de pratique, ça peut être des cercles. On les appelle limite comme on veut. Mais en fait, l'idée est d'avoir qu'en fait, il y a des gens volontaires qui se committent sur des sujets, sur des thèmes, sur des manières de faire qui leur parlent. Et elles ont pour la mission d'être référentes là-dessus et d'aller évangéliser en fait tout un plateau, en tout cas tous ceux qui sont concernés par la thématique, pour voilà, faire cette montée en compétences et cet accompagnement auprès des équipes. D'accord. Et Charles, avant de conclure cette première partie du comptoir, est-ce que tu peux nous dire si vous avez fait tout ça tout seul, parce que ça a l'air quand même un sacré travail, tout ça. Alors non, ça serait prétentieux de dire qu'on a fait tout ça tout seul et qu'on n'a eu que des bonnes idées. La Digital Factory, depuis, en gros, on a quitté le mode où on était que 6 pour aller créer 4 équipes. On s'est fait accompagner par des coachs d'Octo et voilà, qui ont fait un accompagnement voilà, sur toutes les étages de la fusée, entre guillemets. Donc, il y a tant eu du coaching autour de l'organisation et des conseils sur l'organisation pour identifier les relations, les atouts, les freins, les problèmes à venir en fonction des enjeux qu'on allait avoir. Toutes ces préconisations, et notamment pour les faire découler au sein des équipes, il y a eu aussi un coaching de proximité autour des différentes équipes qu'on pouvait avoir. Et encore, je ne parle pas que des équipes de delivery, mais ça a été aussi d'autres équipes, plus sur les aspects commerciaux ou autres. Ouais, il y a eu un réel accompagnement pour faire grandir tout le monde. Et puis, c'est tant sur de l'organisationnel ou sur des pratiques que sur les petits problèmes du quotidien, voilà, une relation un peu tendue au sein d'une équipe ou ce genre de choses.
Et puis enfin, InVivo a été aussi un contexte où les personnes ont toutes pris en responsabilité, entre guillemets, sont toutes allées au-delà de leur périmètre initial. Et donc, pour ceux qui le souhaitaient, parce qu'il n'y a rien d'obligatoire, mais il y avait aussi un coaching individuel pour travailler la posture, les manières de faire, les manières de gérer certaines situations. Et développer un petit peu les soft skills de chacun des intervenants. Et enfin, là, je pense un des vrais points de la culture aussi de la Digital Factory, c'est que régulièrement, cette équipe de coach, elle fait une photo de l'organisation et une analyse par rapport aux enjeux à adresser pour faire des préconisations sur l'évolution de l'organisation. On l'a dit, l'organisation, elle bouge beaucoup, elle suit les enjeux et l'évolution du produit. Et donc voilà, tous les 6 mois, on fait une photo pour voir si on est toujours aligné, si on a toujours la bonne organisation pour soutenir le produit ou s'il faut faire des ajustements. D'accord. Ah, les soft skills, Charles, j'en parlerai pendant des heures, mais malheureusement, là, on n'a pas le temps d'aborder ce sujet en détail, mais on aura l'occasion d'en parler. Si on devait résumer un peu tout ça en quelques bullet points, je ne sais pas, Charles, tu as envie de nous dire qu'est-ce qu'on doit retenir et quels sont les messages les plus importants qu'on peut retenir de ce comptoir? Alors, moi, je pense que le plus important, ça ne peut pas être ultra bateau, mais c'est vraiment l'humain et l'humain dans la notion d'appartenance à un groupe, créer un espace où chacun peut s'exprimer, où il y a prise de parole qui est sécurisée et sécurisante, et favoriser ce collectif. Ce collectif, en fait, il va aussi être porteur, motivé et volontaire parce que vous allez lui partager une vision commune, les objectifs, les enjeux, la cible à atteindre, tout ça, c'est des choses qui sont transmises à toutes les équipes. En revanche, ce qu'on n'explique pas, c'est la manière d'y aller. Et ça, en fait, c'est important de le laisser à la hauteur et au niveau de décision des équipes, parce qu'au final, c'est elles qui vont réaliser, c'est elles qui vont être partie prenante de la chose. Et en fait, on leur laisse le droit de décider et de choisir le chemin. Bien sûr, elles ne partent pas non plus dans tous les sens, elles restent dans le cadre qui est inscrit. Et voilà, il y a quand même cette grosse autonomie qui est laissée aux différentes équipes. Il y a tout ce que j'évoquais, en fait, et moi qui me semble important, ça va être le partage et la montée en compétence des équipes. Il ne faut pas qu'il y ait des équipes qui soient plus performantes que d'autres. C'est bien le collectif dans son ensemble qui doit être porté, qui doit progresser. Et parce que d'ailleurs, de toute façon, ça contribue à atteindre cette vision commune qu'a fixée la Digital Factory. Et enfin, on en a très peu parlé. C'est même étonnant limite pour Octo. Mais en fait, tout ça, ça se fait parce qu'on a une excellence technique, une excellence opérationnelle qui est très présente, où les équipes vont pouvoir être en maîtrise de leurs assets et maîtriser des notions comme la stabilité et la vitesse. Et éventuellement, je peux vous évoquer, il y a eu un comptoir sur le framework Accelerate. C'est quelque chose qu'on a implémenté. Je vous laisserai le regarder pour avoir plus de détails. La chose peut-être la plus fondamentale, c'est qu'on ne s'est jamais dit on est à la cible, on ne bougera plus, on ne changera plus rien. On s'est plutôt mis dans la posture d'un système apprenant. On essaye, on marche et on apprend en marchant. Et parce qu'on a aussi considéré toute l'organisation et donc la Digital Factory InVivo comme un produit à part entière et qu'il fallait aussi faire vivre et faire évoluer. Oui, en gros, le fameux droit à l'erreur on n'a pas peur de se tromper. Merci beaucoup, Charles, pour ces éléments. J'ai envie de poser une dernière question, vraiment la dernière question de la fin à chacun de vous trois. On en a parlé dans le pitch du comptoir, on a abordé la culture comme un ciment entre personnes d'entreprises différentes, d'horizons différents. Si vous devez donner un conseil ou une première étape à suivre à celles et ceux qui nous écoutent pour renforcer la culture dans leurs organisations, lequel ça pourrait être, Audric? Je pense que je l'ai déjà pas mal évoqué, mais c'est aussi parce que j'ai envie d'insister dessus, parce que ça me tient à cœur. Donc, je rejoins cette notion de posture. Charles parlait à l'instant de posture d'un système apprenant. Moi, je parle de la posture humainement qu'on doit tous avoir. Cette posture, c'est une posture où on communique, mais où on écoute beaucoup aussi. Pour résumer, c'est cette notion de transparence qui se cache derrière la posture qu'on adopte. Moi, je garde ça comme un gros facteur clé de succès.
Merci Charles. Merci Audric, pardon. Charles, à ton avis? Alors moi, à mon avis, et c'est aussi très personnel en fait, moi, ça va être le cadre aligné sur la cible à atteindre. Moi, j'aime bien comprendre ce que je fais et puis même, on le voit pour embarquer des équipes et les mobiliser, créer de l'engagement, créer une motivation générative. Il faut donner du sens et donc pour moi, c'est le cadre aligné sur la cible à atteindre. D'accord. Sarah? Je rejoins du coup mes deux collègues. Je dirais aussi donner du sens au travail des équipes à travers des objectifs clairs et motivants. Et du coup, leur donner assez de liberté pour qu'ils puissent proposer des choses pour améliorer le produit et améliorer le système et l'organisation au global. C'est génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois d'avoir pris le temps de venir nous faire un retour d'expérience. Et, on a fini la première partie du comptoir. On passe aux questions, réponses. Je sais que c'est le moment maintenant pour vous d'allumer vos caméras, d'échanger. Il y a eu quelques questions dans le chat. J'en prends une première, par exemple. On revient un peu sur la notion de MVP. Pourquoi vous avez monté un deuxième MVP? Pourquoi ne pas monter une cellule temporaire d'évangélisation pour convaincre? Qui veut prendre, qui se sent de répondre à cette question? Ouais, je peux y aller si vous voulez. La question, elle est ultra pertinente. Je pense que tout simplement, il y avait une question d'évangélisation sur la méthodologie, les pratiques, pas spécialement sur sur le positionnement du produit, sur la vision qui était partagée. Encore une fois, ça a été une décision du groupe InVivo. Et le groupe InVivo, c'est une union de coopératives, ce qui veut dire que les coopératives qui étaient derrière, elles étaient déjà engagées et elles étaient déjà partie prenante. Donc, en fait, pour le coup, ce qui est évoqué en termes de cellules d'accompagnement et d'évangélisation, c'est intéressant. Dans notre cas, je pense qu'on a juste été beaucoup trop optimiste sur la définition du MVP. Donc, pour le coup, mais c'est aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on préfère simplement parler de MVP numéro 2. Dans le sens où, est-ce que vraiment, quand on a considéré qu'on avait fait un parcours d'achat complet, on apportait suffisamment de valeur à l'utilisateur? Je pense que non. Je pense qu'on a vraiment potentiellement sous-estimé le périmètre fonctionnel du MVP. C'est pour ça qu'on parle de 2, parce qu'on a eu cette phase où on pensait être au bout et on était encore à un poil juste. D'accord. Juste pour compléter, il y a aussi un truc où le MVP, la date du MVP, elle est arrivée aussi dans un temps creux en fait, dans l'activité agricole. Et en fait, on est arrivé au mauvais moment. C'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, que depuis maintenant, on met dans notre top priorité. Mais voilà, la leçon aussi, c'est qu'on est arrivé au mauvais moment. Et donc, forcément, c'est un produit qui n'a pas été utilisé parce qu'il n'avait pas d'utilité à ce moment-là pour les coopératives. D'accord. J'espère que ça répond à la question de la personne qui l'a posée. Si Sarah, tu n'as rien ajouté, moi j'ai une question une des questions qui a été posée dans le formulaire d'inscription et qui m'a particulièrement marquée et que je trouve très intéressante, c'est comment vous identifiez les différentes cultures en place au démarrage de votre projet? Comment ça s'est fait? Comment on identifie une culture en fait, tout simplement? Bah, on était dans un contexte un peu particulier. Et ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est qu'au tout début de l'aventure, on est 2 in vivo pour une douzaine d'octos. Donc mécaniquement, nous, on vient de créer la Digital Factory. Cette culture, en fait, on n'en a pas. Donc je ne veux pas parler pour Charles et les Sarah ou plus globalement pour les octos. Mais la culture in vivo, il y avait finalement assez peu d'apprentissage quand même, on avait tout à construire. Nous, par contre, on arrive dans un contexte où on est face à une boîte qui a une culture très très forte. Mais c'est aussi pour ça qu'on avait choisi de travailler avec eux, parce qu'on savait que cette culture, elle allait matcher par rapport à nos attentes et par rapport à la vision qu'on s'en faisait. Et puis après, ça c'est un peu le contexte. Alors ça ne vous aide pas beaucoup, c'est pas forcément un tips, mais c'est c'est notre contexte qui est un peu particulier. Et après c'est de l'humain. C'est-à-dire que vous avez derrière cette culture Octo, vous avez plein de personnalités. Grosso modo, il y a quand même toujours un facteur humain
qui est très, très fort et qui fait que c'est aussi ce qui nous a permis de créer notre propre culture propre à Aladdin et à la Digital Factory, finalement sans trop de complexité, puisque en face, on a des gens qui ont ce mindset, qui ont cette posture qui nous a permis d'embarquer tous dans un truc commun. Tout à fait. Charles, Sarah, vous voulez ajouter quelque chose? Alors moi, il y a effectivement l'humain et je pense que c'est vraiment fondamental. La deuxième chose aussi, ce qui a un peu commencé à nous sauter aux yeux, c'est que quand il y a eu de plus en plus de sociétés et d'entités qui ont rejoint Digital Factory, c'était dans les manières de faire. Octo est venu avec ses manières de faire, mais Octo a aussi été confronté à d'autres manières de faire. Et c'est pas qu'on a raison et qu'il n'y avait que Octo, mais on a dû prendre, on a dû prendre en fait le meilleur de tous les mondes pour construire en fait une culture commune qui est maintenant la culture de la Digital Factory d'Invivo. D'accord. On a une question autour du design system. Est-ce qu'on a mis en place un design system chez nous? Enfin, maintenant, je commence à dire chez nous parce que depuis le début, je vous interviewe comme si moi j'étais une journaliste. Non, est-ce qu'on a mis en place un design system? Du coup, réponds à la question, Sarah. Est-ce qu'on a mis en place un design system? Vas-y, je sens que Sarah, tu as envie de répondre à la question. Du coup, au début, non, on n'avait pas de design system, mais après qu'on ait développé plusieurs applications, c'était nécessaire pour nous de poser ce design system pour avoir une bibliothèque de composants graphiques qui vont faciliter les développements front après. Donc oui, actuellement, nous avons un design system, mais c'est vrai qu'on a mis du temps à le mettre en place. D'accord, donc ça a été une initiative des designers, mais les développeurs ont rapidement adopté le design system et ça se fait toujours, hein, c'est quelque chose qui se maintient dans le temps et d'ailleurs, il faut ne pas oublier de le maintenir. Mais bon, on sort un peu du cadre de la culture. Oui, Charles? Juste pour compléter, en fait, on ne l'a pas fait au début parce que, comme je le disais, on était dans un rythme hyper soutenu et on avait besoin en fait d'aller se confronter avec les coopératives et de leur présenter un premier produit et que ça n'avait pas de sens en fait de démarrer le développement par un design system. Donc, on l'a pas fait tout de suite. Et surtout, en fait, au début, dans la toute première vision qu'on a construite, il n'y avait que un persona, un front et on ne s'était pas posé la question d'avoir plusieurs interfaces pour plusieurs personas. La question du design system, elle est intervenue au moment où il a fallu sortir d'autres interfaces web, qu'elles soient mobiles ou desktop. Et là, on s'est rendu compte qu'on faisait on allait faire beaucoup de copier-coller, qu'on allait retrouver des éléments. Et c'est là où il y a eu cette idée de mise en commun. Et le design system apporte ça. Il n'apporte pas que la librairie graphique, il apporte aussi des standards, des manières de faire, l'identité de la marque. Mais c'est quelque chose qu'on a embarqué au cours. Le train était déjà parti quand on l'a embarqué. D'accord. On a une question, mais je ne suis pas sûre de la comprendre. Je ne sais pas si la personne qui l'a écrite dans le chat veut prendre la parole. Il ne faut pas hésiter. C'est avez-vous connaissance de fork de votre projet dans d'autres domaines que l'agritech? Si la personne qui a posé la question par écrit veut bien allumer le micro et poser la question. Oui, bonjour à tous. Écoutez, vous avez fait un travail formidable qui est très inspirant. Déjà, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et donc, bravo à tous. Oui, donc je voulais savoir si vous aviez connaissance effectivement d'un fork de tout votre projet, en fait, mais dans d'autres domaines. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est très inspirant. Et donc, effectivement, il pourrait y avoir des copier-coller de tout ce que vous avez mis en place. Et entre autres, je pense éventuellement pour les commerçants, dans le cadre de la crise, et entre autres pour s'unir face à des plateformes comme Amazon, où ils veulent lutter contre eux et où créer une structure un peu comme la vôtre dans un autre domaine serait tout à fait intéressant et le projet est très inspirant. Voilà. Et donc ma question, c'est de savoir si vous avez connaissance de fork justement de votre projet. Pour commencer à répondre, et puis après je laisserai compléter, mais alors, merci beaucoup déjà. Ça fait toujours extrêmement plaisir d'entendre ce type de retour. Il y a des initiatives de groupement. Le modèle coopératif est particulièrement développé en agriculture, mais pas seulement. Le modèle coopératif, on le retrouve aussi dans la banque, par exemple, dans l'assurance, dans d'autres secteurs d'activité.
Il y a des initiatives qui sont comparables. Ça reste à la marge dans le sens où on a fait quand même un produit qui est extrêmement spécifique. Il faut savoir que le monde coopératif agricole, on est loin de tous les standards que l'on peut connaître et imaginer. Et sincèrement, je n'exagère pas. Ça a d'ailleurs été la principale complexité. Et c'est pour ça qu'on a un produit qui finalement pourrait être rapproché de d'autres initiatives. Et pourtant, on a un produit qui est totalement custom parce qu'on a embarqué beaucoup de métiers et c'est très spécifique. Donc, des initiatives, somme toute similaires, oui, comparables à ce qu'on fait avec Aladdin, qui est très, très, très métier, non, il n'y en a pas forcément. Reste qu'il y a un secteur d'activité qui est structuré à peu près comme l'agriculture, à 2-3 détails près, et sur lequel je pense que l'approche est intéressante, et j'espère que potentiellement un jour, cette plateforme, on aura l'occasion de la développer sur d'autres marchés. Ça reste une vraie vision à moyen-long terme. C'est le secteur du BTP. Qui est organisé avec une chaîne de valeur très dense. Vous avez des fournisseurs très très hauts qui ne voient jamais l'utilisateur final. Vous avez des grossistes, vous avez des artisans de plus ou moins grosse taille. Et donc, on retrouve une chaîne de valeur qui est à peu près comparable sur lequel notre plateforme qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur pourrait être pertinente. D'accord. Merci Audric pour ta réponse. On a encore quelques questions. Merci beaucoup pour toutes ces questions. C'est vraiment génial. On a une question sur les standards. Qu'est-ce que les standards pour nous et comment on les a définis dans le cadre de notre projet? On entend quoi par standard? C'est ça la question qui est posée dans le chat. Alors, moi, je peux prendre la question. En fait, les standards, c'est le guide de bonne pratique, on va appeler comme ça, au sein de la Digital Factory, qui permet en fonction de la temporalité, en fonction des métiers, en fonction des responsabilités de chacun, en fait, de se repérer et d'avoir une manière de faire qui est commune. Ça peut être des manières d'écrire du code source, ça peut être des manières d'aller construire un cadrage pour aller détourer une nouvelle fonctionnalité avec les coopératives. Ça peut être la manière de procéder à certains rituels qui sont communs à Digital Factory. Je prends un exemple. Nous, on n'a pas implémenté un framework du marché, un framework classique. On s'est construit notre propre framework. Par exemple, voilà, ce framework d'itération et de construction de nos releases, c'est un de nos standards et c'est notre manière d'opérer. Donc voilà, je pense que c'est un guide de bonne pratique qui est une déclinaison méthodo au sens large, pas que méthodo agile, mais une déclinaison au sens large de nos manières de faire au quotidien. D'accord. Quelqu'un pour compléter ou je peux passer à la question suivante qui m'a l'air d'être la dernière, mais je ne vois pas le chat. Mais on a une question sur la data. Dans le domaine de la data, avez-vous construit une structure type Data Factory peut-être dans le cadre des évolutions futures? Quelle est la suite? Ou quel est le rôle de la data chez vous? Qui veut prendre cette... Audric, je le sens. Audric, je pense. Si vous voulez. Si vous voulez, j'aurais pas la prétention de répondre qu'on a répondu une data de factory qui est au centre du dispositif et qu'on est extrêmement mature sur le sujet, loin de là. Néanmoins, ça reste une des préoccupations majeures et on a quand même depuis le début une équipe dédiée au sujet data. Cette équipe, elle a pour mission de poser l'infrastructure de base, d'alimenter le fameux data lake, mais elle va plus loin, c'est-à-dire qu'elle n'est pas juste responsable de la migration des données, mais elle va jusqu'à la réexposition. Et donc, on a des produits propres à la data, on fait des produits de data vise sur mesure, encore une fois, pour nos clients, où on essaye de valoriser et de mettre en avant
cette data en fonction du besoin de chaque persona sur chacun de nos fronts. Donc, si vous les avez en tête encore au début, il y en a sur le front fournisseur, il y en a sur le front technicien, il y en a sur le back-office de la coopérative. Donc, on a cette équipe data qui est responsable de la migration, du stockage et donc de la vie du data lake, mais qui va jusqu'à la réexposition des données. Et aujourd'hui, on doit aller plus loin. On sait faire cette réexposition, on sait valoriser la donnée auprès de nos utilisateurs. Là où on n'est pas bon, c'est sur l'utilisation de la donnée en interne. Si j'arrive à caler un dernier buzzword, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on est vraiment une organisation data-driven, ni même data-informed. Et donc, ça serait bien que petit à petit, on arrive aussi à utiliser cette data plutôt pour la prise de décision, et donc plutôt en interne, et pas seulement pour de la réexposition auprès de nos utilisateurs. D'ailleurs, en attendant les questions qui arrivent, j'en ai une, moi. Je voulais mettre l'accent avant de conclure parce qu'il est déjà 10h07 et on a encore 2 petites minutes. Moi, je trouve très courageux ce qu'on a fait sur la méthodologie OKR, c'est-à-dire qu'on a changé toute notre façon de voir les objectifs et d'aller vers une direction commune avec tout ce monde et toutes ces équipes. Ça a été un sacré challenge. Je ne sais pas si vous voulez juste dire 2 mots sur la méthodologie OKR sans trop aller dans le détail parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais peut-être ça vaut le coup de dire quelque chose sur les OKR. Ça peut donner aussi de l'inspiration à celles et ceux qui nous écoutent. Qui se lance? Comme tu veux, mais Vas-y, Charles. en fait, l'évolution, et en fait, on a fonctionné au tout début, notamment dans le cadre du MVP, tu l'as évoqué, avec un elevator speech, voilà, qui regroupait un petit peu tous le périmètre du MVP qu'on devait sortir. Après, en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant parce que déjà, la vision, elle ne servait que la partie Delivery Factory, si je peux l'appeler comme ça. Là où on avait besoin d'aller créer aussi un collectif et aligner d'autres entités de la Digital Factory autour d'une cible commune. C'est tant sur le déploiement auprès des coopératives, mais c'est aussi les équipes qui s'occupent du déploiement auprès des fournisseurs. C'est aussi, on avait besoin d'aller chercher aussi des objectifs communs avec une équipe RH, parce qu'il y a forcément aussi des enjeux de recrutement derrière. Aussi avec la partie financière, etc., etc. Les OKR ont permis en fait de décliner cette cible sur l'entièreté de l'organisation. Très bon résumé, merci Charles. On arrive à la fin de ce compte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il reste une dernière question de Adrien Thierry. Vous avez développé votre propre Git. Ah. Et alors, peut-être que la personne peut développer un peu plus la question pour le coup. Oui. Pour qu'on ait sa réponse. Avec plaisir. Est-ce qu'il est toujours là? Il n'est plus là. Votre outil de versionning. Ah, si. Alors, on a pris un. Vous aviez l'air de parler d'un produit de versionning maison. Du coup, moi, on me parle de versionning, je pense Git. Et du coup, je me fais quoi? Ils se sont fait leur propre Git maison. Ce qui est possible, hein, c'est juste. Alors, je ne sais pas dans quelle intervention on parlait de versionning. En tout cas, sur la partie du. C'est vous qui avez dit ça, Charles. Ah, d'accord. Ah, ben ok. Non, mais alors, j'ai peut-être mal exprimé. Je ne me souviens plus de ce que j'ai raconté tout à l'heure. Pendant de quelle question. Mais on a repris un produit du marché sur la partie repo de code. On est sur une instance GitLab qui est hébergée sur notre infrastructure. Et pour la CI, donc l'usine de développement, on est sur le GitLab CI qui va avec. Ok. Oui, non, mais ça semble plus cohérent. Merci. Okay. Super, s'il n'y a pas d'autres questions, on arrive à la fin du comptoir. Voilà, pour rappel, ce comptoir était le dernier comptoir avant la pause estivale, mais on revient tout frais, tout beau, tout reposé, tout bronzé à la rentrée. Donc, restez connectés pour avoir les informations. On revient début septembre. On a hâte de vous retrouver. On vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes vacances.
s'il n'y a pas d'autres questions, on peut se souhaiter une bonne journée. Et merci à tous d'être venus.